fait quelques années déjà, nous entendons parler des dividendes démographiques. Comment les pays où les populations sont majoritairement jeunes peuvent tirer le bénéfice de cette jeunesse au moment où les personnes qui travaillent ont moins de charges de dépendance par rapport à ceux qui ne sont pas rentrés dans leur productivité et ceux qui sont déjà sortis. La recherche dans le domaine de la santé, spécifiquement dans le domaine de la santé de la reproduction, pourrait permettre à un pays comme le Mali d'accéder aux bénéfices des dividendes démographiques. Et quand on arrive à avoir une population en bonne santé, alors on peut passer aux questions de sécurité alimentaire. Et les recherches dans le domaine de la santé de la reproduction pourraient nous permettre également d'avoir des horizons plus larges et des stratégies par rapport aux questions de changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est lié à une charge de consommation des individus sur un environnement bien déterminé. Si la consommation des ressources naturelles est beaucoup plus grande que ce que la Terre peut offrir, alors il y a des déséquilibres qui se créent et on assiste à des questions de changement climatique. Donc la relation que je fais entre la santé et surtout le changement climatique à ce niveau-là, c'est ça. La recherche, ça consomme beaucoup de ressources. Ressources en termes de temps, en termes d'individus et également en termes de ressources financières. Vu toutes les réalités sociopolitiques auxquelles nous sommes confrontés, ça joue d'une certaine manière sur la dotation du domaine de la recherche. Bon, heureusement, il y a toujours des possibilités avec des partenaires et des efforts particuliers pour vraiment, en tout cas sur des sujets clés, faire face à ces situations et pouvoir avoir les résultats sur les problèmes qui sont les plus récurrents ou les plus pertinents ou les plus urgents à un moment donné. Avec des partenaires hollandais, nous avons effectué une étude du marché sur les besoins du travail en matière de santé de la reproduction. Ceci nous a permis d'initier au niveau du master de santé publique au sein du département ici une option 2, c'est-à-dire après le tronc commun, on peut faire un master en santé de la reproduction actuellement. Ça a commencé cette année. Et au niveau du tronc commun également, cette première étude sur le marché du travail nous a permis de réviser et de structurer le module qui était présenté sur la santé de la reproduction au niveau du département. Il y a également d'autres études que nous menons avec les partenaires sur la qualité de la santé maternelle et infantile et sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents, et pas spécifiquement à Bamako seulement, mais aussi dans les régions. Et ceci nous donne des vues sur les questions de vulnérabilité, comment adapter les services qui sont offerts aux jeunes et comment aller à l'institutionnalisation de certaines bonnes pratiques au niveau, à ce niveau-là et améliorer vraiment la vie de ces adolescents et jeunes. Toujours avec des partenaires, nous avons mis en place un observatoire en santé de la reproduction en zone périurbaine de Bamako, notamment en commune 4. Et cet observatoire a pour objectif de collecter des données de façon régulière sur la santé des adolescents en matière de reproduction et comment
les parents et les acteurs qui œuvrent dans ce domaine-là peuvent conjuguer les efforts sur la manière de responsabiliser plus davantage le comportement des adolescents et aller à une santé de la reproduction. J'avoue que vous avez parlé de la question des ressources. J'avoue qu'un observatoire, son fonctionnement, comme la collecte des données se fait régulièrement, ça demande beaucoup de ressources, c'est pas facile. Et nous avons fait la première phase qui est la collecte des données de base. Ceci a donné des choses très intéressantes, comme quoi les adolescents et leurs parents ne communiquent pas beaucoup sur ce sujet-là et ça amène des situations qu'on aurait pu éviter juste avec une communication adéquate entre parents et enfants. Et également, on a pu avoir des résultats sur le fait que ce n'est pas spécifiquement que les parents sont d'un certain niveau ou qu'ils œuvrent dans l'informel que leurs enfants, ils n'espèrent pas le meilleur pour leurs enfants. Je m'explique davantage. Un père ou une mère qui n'a pas été à l'école, on a trouvé qu'ils espèrent que vraiment leurs enfants puissent poursuivre les écoles et bénéficier d'informations suffisantes et pertinentes pour que leurs enfants puissent avoir une meilleure santé. Donc, comment les aider à ce niveau-là? C'est la suite de la recherche qui va nous le fournir. Et ça demande assez de ressources également. Je dirais que nous devons aller à un changement de comportement. Les mécanismes qui étaient dans notre société avant, qui permettaient de gérer ces questions de santé sexuelle ou d'éducation sexuelle, n'existent plus. Avec l'urbanisation, les familles deviennent de plus en plus nucléaires. Donc, avoir les personnes qui peuvent communiquer de façon appropriée ou que les adolescents puissent être à l'aise avec ces gens à la maison, ça ce n'est plus tellement fréquent. En général, c'était les jeunes oncles, les jeunes tantes qui discutaient avec les adolescents ou les adolescentes pour leur parler de ces questions-là. Donc, nous, parents, conscients de cela, on doit s'armer de courage et on doit acquérir les compétences pour parler de cette question aux adolescents. C'est pas facile, mais c'est pas impossible non plus. Donc, il faut que ça soit l'affaire de tous et que nous voyons les choses de façon aussi égale pour les adolescents comme pour les filles. Parce qu'en général, je vais prendre un cas spécifique qui se fait très fréquemment. Quand il y a un viol, on accuse tout de suite la fille. Comment elle est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Ça n'outille pas les garçons à faire face à ses responsabilités et à être quelqu'un de conscient du mauvais comportement qu'il peut poser comme acte. Donc, autant on fait la pression sur les filles, autant on responsabilise les garçons pour qu'ils deviennent un adulte responsable, un adulte meilleur. Et qu'on se dise, bon, si tu fais à la fille de trouver, quelqu'un d'autre va venir faire à ta soeur. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'intériorisent pas. On voit toujours les choses de moi à l'autre, alors que chacun d'entre nous est l'autre pour quelqu'un d'autre. Donc il faudra que nous changions de comportement à ce niveau-là. Par rapport à l'État, bon, on avait les résultats autant au niveau du Mali que
dans d'autres pays qui avaient mis en place un système d'éducation formelle à l'école et qui avait fait ses résultats au niveau des adolescents, on a essayé de les mettre en place ici. Malheureusement, la communication ou en tout cas autre chose ont fait que la chose n'a pas abouti. Moi, j'encouragerais l'État, vu que les mécanismes traditionnels ne marchent pas et qu'on a très peu de chances de retourner à ces mécanismes traditionnels, j'encourage l'État à vraiment mettre en place un système d'éducation traditionnelle. L'éducation traditionnelle et l'éducation sexuelle, ça ne va pas pousser les adolescents à être des êtres débauchés. Au contraire, ça va beaucoup les responsabiliser. Ça va beaucoup les responsabiliser parce qu'ils sauront à quel danger ils s'exposent en adoptant un certain nombre de comportements, y compris une sexualité précoce. Pour mes autres camarades chercheurs, malgré les difficultés, il faudra que nous maintenons les flambeaux allumés. Il y a beaucoup de choses à faire encore au Mali, en Afrique et tout, parce que dans ces domaines, les autres ont pris le pas sur nous. Et je les encourage vraiment à œuvrer dans la recherche, quel que soit le domaine, la santé, l'agriculture, la nutrition et tout. Si je prends par exemple la nutrition par rapport aux éléments constitutifs de nos aliments, bon, souvent on est obligé de se référer à des études extérieures, alors que tout ce que nous produisons comme céréales ici, et ils ne le font pas. Donc, si on peut combler les gaps à ce niveau-là, le diabète est en train de devenir une épidémie mondiale. Parce que le pays de diabète, c'est le pays le plus peuplé au monde. Donc, à ce niveau, on ne peut pas lutter contre le diabète sans avoir des résultats fiables sur nos éléments nutritifs et sur les éléments que nous produisons en tant qu'aliments. Donc, juste pour prendre cet exemple-là.